Hong Kong. Traduction, le port au parfum. Un archipel de 235 îles et une péninsule en Chine continentale, les nouveaux territoires. Plus de 7 millions d'habitants sur un peu plus de 1000 km². Le moindre espace est rentabilisé. À l'image de l'ancien aéroport, les jumbo jets se posent au ras des immeubles sur une piste construite sur la mer. Les pilotes doivent avoir une licence spéciale pour atterrir ici. En ville, le grouillement est incessant et lui donne aussi son atmosphère unique. La densité de population est l'une des plus fortes de la planète. Aujourd'hui, région administrative spéciale, l'ancienne colonie britannique, rendue en 1997 à la Chine, reste l'un des centres du commerce mondial. Le passe-temps favori de ses habitants, gagner de l'argent. Une réussite spectaculaire dans un savant mélange de tradition britannique et de frénésie chinoise. Si la République populaire tient désormais les rênes du pouvoir, Hong Kong reste la 7e puissance financière mondiale. En 1842, les Anglais ne voulaient pas de ce rocher stérile et quasiment inhabité. Les convulsions de la Chine vont bouleverser les choses. 100 ans plus tard, il connaît une vague d'immigration sans précédent. De 600 000 habitants en 1941, la population passe à 5 millions en 1951. Le dragon chinois était né. Si Hong Kong, l'île principale, Lantou la plus grande ou Kowloon dans les nouveaux territoires sont surpeuplés, le relief et les côtes escarpées de cette zone ont préservé quelques îlots de la vie traditionnelle. C'est par exemple le cas dans l'ouest de Lantou, où résistent quelques villages de pêcheurs sur pilotis. Ici, à Tai O, les habitants sont de l'ethnie des Tanka, le peuple de la mer. Ils ont construit leurs habitations à l'embouchure d'un fleuve. Loin du brouhaha de la ville moderne, leur mode de vie n'a pas changé depuis des centaines d'années. Leur installation date sans doute du XIe siècle, sous la dynastie des Song. Mais l'histoire de Hong Kong remonte, elle, à plus de 6000 ans. Sur le littoral, les archéologues ont retrouvé des sculptures de l'âge de pierre. Sur les étals des marchés qui encombrent les petites rues, on peut goûter des spécialités de la région, comme le poisson séché et salé. Dans les nouveaux territoires subsistent d'autres enclaves traditionnelles. Cette zone est le poumon vert du district central. Les villages habités par des ethnies différentes offrent un aperçu de la Chine ancienne. Un calme et une sérénité qu'aiment à venir retrouver les Hongkongais pour leurs quelques heures de loisirs. Mais pour combien de temps encore ? Non loin, des villes champignons poussent un peu partout. Des copies de la capitale Victoria, avec leurs buildings dortoirs et leurs équipements modernes. À Hong Kong, le choc des époques est permanent. Au pied des gratte-ciels flottent des jonques, comme dans le port d'Aberdeen, à la pointe sud-ouest de l'île. 3000 embarcations sur lesquelles vivent encore 12 000 pêcheurs. Ils travaillent dans les chantiers navals ou promènent en sampan les touristes pour arrondir leur fin de mois. Le gouvernement a tenté à plusieurs reprises de les reloger dans des appartements modernes, mais sans succès. Shun Hua est l'un de ces Chinois qui a refusé la proposition des autorités. Venu de République populaire de Chine, il est arrivé à Hong Kong il y a 40 ans. Aujourd'hui, il a 67 ans et continue son activité de négociant en poissons. Tous les matins, il achète les prises des pêcheurs qu'il revend ensuite en ville. Sa femme et son petit-fils l'accompagnent régulièrement dans ses activités. Peu avant l'heure des repas, ils partent en canot pour livrer en poisson frais les restaurants. Les clients n'attendent pas, le poisson non plus. Shun Hua et sa femme doivent faire ce trajet plusieurs fois par jour. Ils transporteront jusqu'à 40 kilos de marchandises. Un travail harassant. Mais l'univers de Hong Kong est impitoyable. Il n'y a aucun système social et les habitants doivent travailler dur et longtemps pour continuer à subvenir à leurs besoins. Quand Shun Hua quitte son bateau, c'est pour pénétrer dans un monde totalement différent, celui de la ville, de son agitation, de son brouhaha permanent. Même souriant, il n'a pas l'air très à l'aise au milieu des passants et de la circulation. De passerelle en ruelle, il se dirige vers un de ses clients habituels,
Dans les bassines, les poissons vivent leurs dernières heures. Ils finiront bientôt, peut-être, sous les baguettes affamées d'un businessman. Mais avec les honneurs, l'art culinaire chinois a une longue histoire. Et Lao Tse a dit « Gouverner une grande nation, c'est comme cuire un petit poisson ». Dans ce pays, manger ne signifie pas seulement se nourrir. C'est un acte quotidien qui suit une philosophie d'harmonie, de texture, de saveur. Chun Hua partage cet état d'esprit. Son travail terminé, il passe quelques heures à Aberdeen, histoire de saluer des amis, mais surtout de s'acheter quelques délices à grignoter plus tard. Je vis depuis 30 ans sur mon bateau. Je suis un Chinois qui a gardé ses coutumes. Les poissons sont notre seule ressource pour moi et pour tous les autres propriétaires des bateaux. De retour sur le bateau, la soirée commence par le repas. Comme tous les Chinois de Hong Kong, même soucieux de la tradition, Chun Hua aime aussi l'électronique. Et avant d'aller se coucher, il ne manque pas d'aller faire un tour devant la télévision. Pour tout pêcheur, la tradition signifie vivre sur son bateau. Je veux continuer à vivre comme cela, comme mon père a vécu avant moi. Je veux juste faire mon travail, gagner ma vie et élever mes enfants et mes petits-enfants. C'est tout. On ne veut pas aller vivre dans les gratte-ciels. On est des pêcheurs, on a besoin de l'eau pour vivre. Et puis vivre sur un bateau, c'est aussi profiter d'un calme précaire au milieu de la ville. Car de jour comme de nuit, l'activité est incessante à Hong Kong. Le métro, les ferries, les routes déversent chaque minute un flot ininterrompu de voyageurs. Ce territoire est aussi l'un des plus visités au monde. 13 millions de touristes rapportent chaque année plus de 16 milliards de dollars à la ville. Ils sont pour la plupart originaires de Chine continentale et viennent découvrir ici l'univers de la consommation effrénée dont ils sont encore privés. Kowloon est le paradis de la consommation. Les boutiques sont ouvertes 24 heures sur 24. Le long des 3,5 km de Nathan Road, la foule se presse devant des milliers de magasins. Pékin s'est engagé à préserver pendant 50 ans le système capitaliste de Hong Kong. La région administrative spéciale a gardé ses propres finances, sa fiscalité, son système légal et éducatif, sa presse, son statut de port franc et ses accords internationaux distincts. Hong Kong est un chantier permanent. Le panorama de la ville change tous les 6 mois. Raser et reconstruire coûte moins cher que de rénover. La main-d'œuvre est bon marché, comme les échafaudages en bambou qui grimpent le long des façades. Le prix n'est pas la seule raison de leur utilisation. À ces hauteurs, ils sont plus stables et résistent mieux aux séismes fréquents dans la région. Au 18e étage d'une tour, Mamanpun s'active. Il faut poser de nouvelles fenêtres chez les Young et pour cela installer un échafaudage. Ma est un spécialiste en la matière. Il exerce cette activité depuis plus de 20 ans. Une qualité indispensable, ne pas avoir le vertige. Les outils et les matériaux sont rudimentaires. Des tiges de bambou, des colliers en plastique et depuis peu, une perceuse. Heureusement que je n'ai pas peur, sinon je tomberai tout de suite. 8 heures par jour, avec 1 heure de pause déjeuner. Ma a presque le nez dans les nuages. Il officie sans aucun système de sécurité. Il a une totale confiance dans ses bambous et dans ses nœuds. Il lui suffit de 4 tiges pour évoluer à plus de 30 mètres de haut. Il n'ignore pas les risques. Mais voilà, Ma aime le risque et encore plus les primes qui vont avec. Nous facturons selon les étages. Plus on travaille en hauteur, plus c'est cher. Bien sûr, cela dépend aussi du nombre de personnes sur le chantier. 3 ou 4 ouvriers coûtent plus cher que 2. Ce chantier au 18e étage coûte 20% plus cher qu'au 2e étage, par exemple. Un constructeur d'échafaudage expérimenté peut gagner jusqu'à 1 000 $ Hong Kong par jour. Le travail se fait toujours en équipe, un maître et un apprenti. Ce dernier transporte le matériel. Il lui faudra de nombreuses années avant de maîtriser le savoir-faire de construction. Le taux élevé d'humidité dans l'air provoque l'effritement des façades. Un danger permanent qui menace les ouvriers
mais avec lequel Ma a dû apprendre à composer. Presque tous ceux qui font ce métier ont eu une fois un accident. La question est de quelle gravité ? Car si tu tombes vraiment, là c'est sûr, tu ne tombes qu'une seule fois. De toute façon, les éraflures sont inévitables. En Asie, les bambous sont tout un symbole, celui de la capacité de l'adaptation de l'homme à son environnement. Les Chinois aiment à répéter « Celui qui plie sous le vent ne rompra jamais ». Ceux qu'utilise Ma proviennent d'une forêt près de la frontière avec la République populaire. Il ne sélectionnera qu'une marchandise irréprochable et des tiges encore vertes. Chaque année, Hong Kong importe plus de 3 millions de tiges de bambou. Un matériau bon marché, léger, pour des échafaudages aux qualités éprouvées par des années d'utilisation. Pour ses utilisateurs, le bambou a une autre qualité. Il est vivant et contrairement au métal, il prévient avant de se briser. L'échafaudage est en place. L'assistant a maintenant le droit d'intervenir pour placer et fixer les bâches. Les ouvriers vont pouvoir se mettre au travail et changer les fenêtres des Young. Ma et son assistant sont déjà partis sur un autre chantier. Au pied de celui-ci, l'un des nombreux marchés de Hong Kong. Au milieu des tours souvent grisâtres, les étals des marchands donnent un peu de couleur à la ville. Ici, on trouve de tout, fleurs, fruits, poissons, viandes, épices ou herbes aromatiques et même des oiseaux. Ces volatiles sont les animaux domestiques préférés des habitants de Hong Kong. Dans cette spécialité, rien de mieux que le marché de Mong Kok. Les marchands vendent aussi tous les accessoires indispensables à leur élevage. Les amateurs de pierres précieuses visitent de leur côté le marché de jade. Dans la tradition chinoise, le jade est plus précieux que l'or. Les bijoux et amulettes confectionnés sont en effet censés protéger leurs propriétaires contre les esprits maléfiques. Un peu plus loin, le marché aux fleurs. Et bien sûr, un peu partout, les denrées alimentaires. Le choix est impressionnant. Mais au milieu des tours en béton, pas grand-chose ne pousse. Les produits sont importés des 4 coins du monde. Tout ce qui est proposé sur les marchés se retrouve dans la cuisine chinoise. Malheureusement, tout ce qu'on voit ici est importé. Des produits des plus classiques aux plus surprenants. À côté des légumes, de la viande ou du poisson, on trouve par exemple également sur les marchés de Hong Kong du serpent. Séché, il est utilisé dans les préparations traditionnelles. De leur côté, les œufs de 100 ans sont consommés comme un mets de choix. Les Chinois leur attribuent également des vertus pour entretenir la virilité. Plus loin, des grenouilles. Elles sont vendues vivantes dans la rue ou préparées sur place à la demande. Ces serpents auront exactement le même destin. Ils finiront dans une assiette. Il faut bien nourrir toutes ces bouches. Les habitants de Hong Kong viennent de toutes les régions de la Chine, quand ce n'est pas du monde entier. Ils ont apporté avec eux leur culture, leur tradition et leur cuisine. Dans ce brassage ne règne qu'une seule loi commune, celle de l'argent. Acheter, vendre. Les marchés sont les premiers échelons de ce capitalisme qui a fait de ces quelques îles un empire économique et financier. Ici, les marchands comptent encore sur un boulier. Mais un peu plus loin, les sommes brassées sont faramineuses. La croissance n'est que rarement remise en cause. Le prix de ce succès, la moyenne d'heures annuelles travaillées est la plus élevée au monde. La moindre pause est un luxe dont il faut profiter. À l'heure des repas, pas question de bâcler. D'ailleurs, dans la culture chinoise, l'art culinaire est l'un des plus riches et des plus anciens. Hong Kong est donc aussi le paradis des fines bouches.
pas étonnant que le propriétaire de ce restaurant, Kin Sen Kam, arbore une mine réjouie. Au Yongke, les cuisiniers travaillent 12 heures par jour, une des tables les plus réputées de la ville. À Hong Kong, on ne se salue pas avec un « comment vas-tu ?» mais avec la question « as-tu déjà mangé ?» Manger est très important pour les Chinois. On mange par plaisir, et pas seulement pour se remplir l'estomac ou pour passer le temps. La nourriture est un élément important de notre culture. Dans ce restaurant, 200 employés servent chaque jour plus de 3000 clients. Kin Sen et son frère Ronald Kam surveillent quotidiennement la qualité de l'approvisionnement. Derrière les cuisines, ils vérifient dans la rue l'arrivage des légumes, poireaux, choux, brocolis, salades. On ne sert à table que des produits frais. C'est aussi le cas des fruits de mer, bien sûr. Les garoupas tigres ou les anguilles impératrices ne passent la porte de service qu'une fois contrôlées et pesées. Pour veiller à la qualité de son restaurant, Kin Sen y prend tous ses repas. Il déjeune en compagnie de ses 2 frères, de ses parents, de sa secrétaire et du chef cuisinier. Il pourra lui faire ses remarques. Mon père a créé le restaurant avant la Deuxième Guerre mondiale. Cette année, on fête déjà le 60e anniversaire. Au début, c'était tout petit, mais l'entreprise n'a pas cessé de s'agrandir et nous avons dû déménager 3 fois dans Hong Kong. Aujourd'hui, on sert sur 4 étages. Dans les nombreux parcs de la ville, les habitants s'accordent parfois une courte pause après le repas. Pour trancher avec l'agitation, un soin tout particulier a été apporté à leur aménagement. Kin Sen en profite aussi, mais il préfère ne pas rester inactif. Il fait les 100 pas pour réfléchir. Je travaille dur et longtemps, tous les jours. Je m'occupe de mon restaurant, de mes employés. Alors, je savoure les moments passés au parc. Là, j'ai le temps de réfléchir et parfois, il me vient aussi de nouvelles idées de recettes. Sur le chemin du retour, il va rendre visite à l'un de ses fournisseurs dans le quartier de Sheungwan, un spécialiste des produits de la mer, le magasin Sangyang. Ici, on peut trouver du poisson séché sous toutes les formes et de toutes les tailles. Ou encore une autre spécialité chinoise, des ailerons de requin dans une croûte de sel. Au restaurant, ils seront servis frits. Cette boutique est très connue à Hong Kong. C'est un plaisir pour moi de venir ici pour acheter du poisson pour mon restaurant. Il y a un choix énorme et de qualité. Et mon restaurant est très à cheval sur la qualité. C'est très important, et encore plus quand les affaires vont moins bien. Et puis entre nous, en plus ici, je peux marchander correctement. L'une des spécialités de la maison est le canard rôti. Près de 300 sont découpés chaque jour au Yongke, un plat qui représente à lui seul 40% du chiffre d'affaires total de la maison. Depuis plus d'un demi-siècle, les places libres sont rares. Kin Sen Kam peut être satisfait. L'argent rentre dans les caisses. Il surveille lui-même les comptes. S'il a modernisé son établissement avec les années, il continue d'utiliser son boulier pour calculer chaque soir la recette du jour. Mais aucun Chinois ne mangerait sans boire de thé. Ceux qui n'aiment pas commanderont un verre d'eau chaude. La Chine est le pays d'origine du thé. 5000 ans d'une culture qui se perpétue ici. Wai Manip est professeur. Il enseigne l'histoire du thé et de ses traditions. Parallèlement, il a ouvert une boutique à Mongkok, l'un des quartiers de la ville. Dans ce lieu, dédié à ce breuvage pour certains sacrés, règne une atmosphère solennelle.
Chaque jour, mes employés et moi, nous nous réunissons pour goûter les thés. Et ce, à chaque fois que nous sommes livrés. On vérifie s'ils sont assez bons pour les mettre en vente. Ensuite, on réfléchit sur la façon de les présenter aux clients. Et s'il n'y a pas de nouveautés, on fait pareil avec les anciens thés pour ne pas oublier leur goût. Les bouilloires électriques ou les sachets industriels sont proscrits dans ces murs. Et Lisa Liu est la maîtresse de cette cérémonie du thé. Elle veille à ce que les feuilles infusent correctement. La température de l'eau est importante. Pour ce thé au long, par exemple, l'eau bouillante doit légèrement refroidir à une température de 98 degrés. Le thé est ensuite plongé dans l'eau, mais le premier ébouillantage doit absolument être jeté. Son goût n'est pas parfait. C'est seulement le deuxième ébouillantage qui est correct. Le savoir-faire du thé n'est pas une chose à prendre à la légère. Le professeur se rend dans une école où l'on enseigne la cuisine traditionnelle chinoise. Des élèves assoiffés de connaissances l'attendent pour l'interroger sur sa spécialité. Les variétés sont nombreuses et les décrire prendra plusieurs semaines. La leçon commence par un petit retour en arrière sur les origines de cette boisson. Boire du thé fait partie de la culture chinoise. C'est une tradition qui remonte à plusieurs milliers d'années. Encore aujourd'hui, la cérémonie du thé est restée une tradition vivante. C'est une chance. Et je me réjouis toujours quand je peux transmettre ces valeurs à mes étudiants qui les transmettront plus tard à leur tour. Les étudiants goûtent et cherchent à reconnaître les différentes variétés. Monsieur Yip cultive aussi son propre thé. Sa plantation est réfugiée dans une petite vallée fluviale et fertile des nouveaux territoires. Dans les 20 dernières années, la superficie des terres consacrées à la culture du thé a fait un bond dans le pays. Plus d'1 million d'hectares aujourd'hui, soit près de la moitié de la superficie mondiale. Dans l'exploitation de Monsieur Yip, la variété cultivée porte le nom de gentil dragon, le dragon Welti. Comme partout, les feuilles sont cueillies à la main et Wei Man participe personnellement aux étapes de fabrication qui les transformeront en thé prêt à la consommation. Le thé, c'est bon pour la santé, surtout le thé vert, car le thé fait baisser le taux de cholestérol. Le thé peut aussi lutter contre le cancer, car il apporte beaucoup de vitamines B, C et E. En plus, il peut prévenir les attaques d'apoplexie et les infarctus. Toutes ces qualités font du thé une boisson particulièrement saine. Il est également utilisé dans la cuisine traditionnelle. Les ouvriers qui travaillent à la plantation n'oublie jamais d'en apporter quelques feuilles directement en cuisine où se prépare le déjeuner. Au-delà des repas, les feuilles font aussi partie de la pharmacopée chinoise. D'ailleurs, les plantes ont une importance prépondérante dans la médecine traditionnelle. Cheung Shao est une petite île paradisiaque à 1 heure de bateau de Hong Kong. C'est là que Mak Chung-man vient faire une toute autre récolte. Il est le médecin traditionnel le plus connu de Hong Kong. Et sur cette île, il trouve toutes les plantes médicinales dont il a besoin. Ses 2 filles et son fils Wing Fong l'accompagnent aujourd'hui dans la forêt. Première découverte, une racine qui sert à soulager les malades qui souffrent de quinte de toux.
Je cherchais à cette époque un maître reconnu qui puisse me transmettre ses connaissances concernant les plantes. Un jour, l'un d'entre eux m'a emmené dans la montagne et n'a pas dit un mot de la journée. Mais je n'ai pas abandonné et je l'ai suivi. Il a alors compris que j'étais vraiment sérieux et il m'a accepté comme élève. Mak Chung-man a étudié 10 ans aux côtés du vieux maître. Avec lui, il a également appris l'art de la gymnastique énergétique, le Qigong, et les gestes des massages curatifs chinois. 3 techniques qui se combinent dans les traitements. Les massages servent à séparer la graisse et l'air sous la peau. Le Qigong sert à guider l'énergie du corps dans de bonnes directions. Enfin, interviennent les herbes. Et leur administration n'est pas toujours une partie de plaisir. Le Qigong est pratiqué en Chine depuis 3000 ans. Il se fonde sur 3 principes, le contrôle du mouvement, celui de la respiration et celui de la pensée. Mes filles connaissent les exercices du Qigong et je n'ai pas besoin de les soigner. Elles les pratiquent chaque jour. Et c'est grâce à eux qu'elles ont de si longues jambes, une taille fine et de si beaux visages. Et moi, je suis heureux. Ces exercices ont été inventés par les moines bouddhistes et taoïstes. Leur enseignement profite aujourd'hui à tout le monde. Mak Chung-man exerce à Hong Kong. Avec ses traitements, il est devenu l'enfant chéri des plus fortunés de la ville. Il est même désormais connu à l'étranger et presque la moitié de ses patients viennent aujourd'hui du Japon. Son savoir lui permet de guérir l'asthme, l'insomnie ou les diarrhées. Toute consultation débute toujours par la prise du pouls de son patient. Il répertorie 30 sortes de pouls différents, de glissants à chuchotants. Ce garçon a une très bonne constitution car il joue beaucoup au tennis. Mais ses muscles sont un peu raides et vraisemblablement, il aime les choses froides, par exemple les glaces. Mais cela pourrait l'affaiblir car ses poumons sont fragiles. Et voilà pourquoi il a cette allergie au nez. C'est vrai, j'ai mangé une glace tout à l'heure. Les traitements à base de plantes ne sont utilisés qu'en dernier recours. Mak Chung-man préfère d'abord utiliser les massages. Il pratique aussi quelquefois l'acupuncture. Les soins dans son cabinet sont chers, mais normalement rapides. Une seule séance suffit. Pour commencer, il décontracte totalement le patient. Puis il stimule ses nerfs avec la chaleur et les plantes médicinales. Ce bâtonnet d'encens a été fabriqué avec des herbes que j'ai ramassées sur Cheungcheong. Pour ceux dont le mal reste récalcitrant, il reste alors les plantes. Dans les herboristeries de Hong Kong, on trouve facilement toutes les prescriptions de la médecine traditionnelle chinoise. Conservées sous verre, réduites en poudre ou transformées en jus, les préparations utilisent des recettes parfois vieilles de plus de 2000 ans. Les plantes en sont les principales composantes, mais certaines sont à base également d'ingrédients plus surprenants, comme le gecko, l'hippocampe, la corne de cerf ou d'antilope. L'herboriste est plus qu'un simple pharmacien. En Chine, il peut aussi établir des diagnostics. D'abord, j'étudie le pouls. Ensuite, je regarde les yeux du patient. Leur couleur permet d'en savoir beaucoup. J'observe aussi parfois la langue. La médecine chinoise peut diagnostiquer presque toutes les maladies, même les affections pulmonaires ou le cancer. Après le diagnostic et l'ordonnance, le médicament est immédiatement préparé sur place. Une méthode de soins rapide, sur mesure et relativement bon marché. Reste à ingurgiter une bonne dose de la préparation et bien entendu de croire, comme les Chinois, en son efficacité. Les habitants de Hong Kong restent très attachés à ces croyances ancestrales, et dans tous les domaines. Ainsi, au beau milieu des habitations de Kowloon, se trouve le temple le plus important de Hong Kong, le Wong Tai Sin, un sanctuaire taoïste, un îlot de calme ouvert à tous.
Il n'est pas encore 7 heures et le temple est déjà plein. Chaque matin, c'est le même rituel. Les habitants viennent prier ici pour recommander leur journée aux dieux. Ils leur demandent du bonheur, de la protection ou de la chance pour leur prochain pari à l'hippodrome. Leurs offrandes sont à la hauteur. Autre lieu de prière, le temple des 10 000 Bouddhas, en haut de la montagne de Châtine. Ici aussi, on brûle des bâtonnets d'encens par centaines pour demander un avenir en rose. Ces superstitions font partie intégrante de la religion, dans le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme. 10 000 Bouddhas, le nom est bien en dessous de la vérité. À l'intérieur du temple, on compte exactement 12 802 petites statuettes de Bouddha sur les murs, dans les jardins, dans les sanctuaires, et toutes différentes. Le temple est particulièrement réputé dans la région pour le yiking, une pratique de divination. Pour connaître son avenir, il suffit d'utiliser les baguettes de la chance. Chaque pot en contient une centaine, marquées chacune d'un chiffre. On secoue le pot jusqu'à ce que l'une d'entre elles s'en échappe. Reste à faire interpréter le tirage par un voyant. Ces derniers sont nombreux à officier dans le marché de nuit sur Temple Street. Là, pour faire des prédictions, toutes les méthodes sont bonnes. Ici, c'est un oiseau qui joue le messager des dieux. Il tire une enveloppe qui contient une feuille dont le voyant interprétera les symboles. Il dit que ma carrière va décoller l'an prochain. Question mariage aussi, il va se passer quelque chose pour moi. D'autres utilisent même la bonne vieille méthode des lignes de la main. Au registre des croyances, la symbolique des chiffres est très importante chez les Chinois. Les Hongkongais n'hésitent pas à dépenser des fortunes pour un numéro d'immatriculation. Un 2 signifie la facilité, un 9 l'éternité. Des enchères sont organisées pour satisfaire la demande. Silungma y a trouvé son bonheur. Pour moi, c'est le numéro inscrit sur la plaque qui importe le plus. Le 747 correspond au plus gros avion du monde, donc au pouvoir. 4 x 8 signifie fortune, une grosse fortune, pour que je gagne encore plus d'argent. Dans le registre des divinations, le feng shui est utilisé lors de la mise en chantier d'un immeuble. Cette pratique étudie l'harmonie entre l'homme et son environnement. Kunlun est maître dans cette spécialité. Son avis est aussi important que celui de l'architecte. L'objectif est de tenir compte de la circulation de l'énergie, du qi, le souffle vital, pour améliorer la qualité de vie d'un espace. Dans son bureau, tout est organisé dans les moindres détails pour contrer les esprits et énergies malfaisantes. Voici mon bureau, totalement feng shui. La porte, par exemple, est comme la gueule ouverte d'un dragon. Le nom de ma société est écrit en gros pour avoir l'air très impressionnant. À mon bureau, la position dans laquelle je suis assis est plus avantageuse que celle de mes hôtes. Ils n'ont rien derrière eux, moi j'ai un dossier haut. Et ma chaise est plus haute que les leurs, comme ça je parais plus important. Les principes du feng shui, littéralement l'eau et le vent, reposent sur l'équilibre entre le qi qui disperse, le vent, et le qi qui rassemble, l'eau. Un équilibre à préserver en toutes circonstances. Mon grand-père était déjà maître de feng shui. Quand j'étais plus jeune, je n'y croyais pas vraiment. J'ai fait une formation pour travailler dans le secteur du textile et de l'immobilier, mais je n'ai eu aucun résultat. Et puis, un jour, je me suis mis à l'étude du feng shui. Et tout d'un coup, tout a été mieux. Et encore aujourd'hui, je continue d'apprendre. Cet art de l'aménagement de l'espace remonte à plus de 5000 ans. Ces préceptes ont été utilisés autrefois pour construire la cité interdite à Pékin et aujourd'hui le building de la Bank of China, celui d'une compagnie aérienne européenne ou encore la bourse de Hong Kong. Nous nous trouvons ici devant la bourse. Elle est également orientée selon le feng shui. C'est un bâtiment riche et couronné de succès
car l'architecte y a placé une sculpture du chiffre porte-bonheur, le 8. Et le 8 est le symbole de la richesse. L'eau est aussi un symbole de l'argent. Et tant que l'eau ne peut pas s'échapper de la fontaine, l'argent reste dans la bourse. Mais attention aux imitateurs. Dans l'une des baies de Hong Kong, à Revulse, des immeubles hérissent Maître Kunlun. Ces bâtiments-là ont été dessinés par un autre architecte. Mais ce trou-là n'a rien à voir avec le feng shui. Il suffit d'un minimum de connaissances dans ce domaine pour le savoir. Beaucoup de gens prétendent que ce trou laisse passer un dragon. C'est totalement absurde. Sur les hauteurs de la ville, à Kowloon Peak, sont construits les cimetières de Hong Kong. Même les défunts n'échappent pas au feng shui. Pour s'y conformer, les tombes doivent se trouver sur le versant sud avec vue sur la mer et la montagne boisée à l'arrière. Les parents de Maître Kun sont enterrés dans des tombes construites selon les préceptes du feng shui. Être enterré dans une tombe bien orientée en fonction des préceptes du feng shui, c'est aussi important que de vivre dans une maison construite avec ces préceptes. Car une tombe feng shui apporte de la tranquillité aux descendants des défunts. Ils se sentent parfaitement bien et du coup peuvent penser et travailler correctement. Ils ont des résultats dans le travail et ils sont en bonne santé. L'environnement change vite à Hong Kong. Et Maître Kunlun continue donc de s'assurer que rien ne vient perturber l'équilibre. Une autre tradition de la région où l'équilibre compte pour beaucoup, le kung-fu. Une discipline dont la célébrité incarnée par Bruce Lee a fait le tour du monde. Derek est l'un des professeurs de cet art martial. L'entraînement commence très jeune. Enseigner aux enfants, c'est quelque chose de très particulier. Ils sont comme une feuille vierge sur laquelle chaque enseignement vient se graver. On leur fournit une idée et c'est très facilement qu'ils l'appliquent. Nous, adultes, on ne pourrait plus faire ça. Et puis les enfants sont plus drôles, plus relax et moins rigides. La légende raconte que les mouvements du kung-fu sont les descendants des 18 exercices enseignés au monastère de Shaolin, dans la province de Honan, par un moine indien. Ils évoluèrent au 5e siècle en un sport de combat qui mêle l'apprentissage de la maîtrise du corps et de l'esprit. Le kung-fu se subdivise en une myriade d'écoles regroupées selon les types de combats, d'armes ou de techniques utilisées. Aux premières heures de la journée, les habitants de Hong Kong se retrouvent dans les parcs pour pratiquer une discipline plus calme. Cette gymnastique matinale s'appelle le tai chi. Derek, lui aussi, fait du tai chi, mais de préférence près de chez lui, dans les nouveaux territoires. Avec le tai chi, on se concentre sur la respiration et la pensée. C'est plus doux et plus calme que le kung-fu. On rassemble l'énergie et on la tire, pour ainsi dire, de l'extérieur vers l'intérieur du corps. Le tai chi est plus tranquille. On peut le pratiquer partout et à n'importe quel âge, qu'on soit jeune ou vieux. C'est bon pour la circulation des énergies dans le corps. Derek partage son minuscule appartement avec son père âgé de 75 ans. 40 mètres carrés pour deux n'a rien d'exceptionnel dans cette ville où les loyers sont parmi les plus chers du monde. À Hong Kong, vivent presque 7 millions de personnes. 99% d'entre eux habitent dans ce genre de tour. Nous ne sommes pas une exception. Notre appartement est à Yonglan, à 1h30 de mon lieu de travail, en bus et en tramway. On est content d'habiter là tous les deux, on a plus de place et d'air frais qu'en ville. Et il n'y a pas que des inconvénients à partager l'appartement. Derek a sous la main un médecin, son père. Pratique, car l'entraînement au kung-fu n'est pas sans blessure. Cette mixture de 30 herbes est utilisée pour soulager les foulures et contusions. Je me suis fréquemment blessé au kung-fu.
souvent pour une question d'inattention. En compétition, les blessures surviennent lorsque le timing avec l'adversaire n'est pas parfait. Le kung-fu est d'abord un art d'autodéfense et non d'attaque. Comme professeur de kung-fu, Derek ne vit bien que depuis 5 ans. Mais il est satisfait et son école réputée. Certains de ses élèves connaîtront peut-être la gloire. C'est vrai qu'il a déjà entraîné les vedettes du film Tigre et Dragon. Même pour un maître de kung-fu, le travail demande beaucoup de préparation. Un combat se compose de plusieurs mouvements et l'on doit les enchaîner comme une chorégraphie. Dans ces enchaînements, il faut transmettre au spectateur un sentiment de force et de puissance. Mais le kung-fu n'est pas la distraction favorite des habitants de Hong Kong. Leur préféré, les courses de chevaux. Ici, on parie en une journée autant qu'en un an dans un autre pays. La natation fait partie du programme d'entraînement quotidien des chevaux. Celui-ci s'appelle Lucky Star et vaut 5 millions de $. Rien n'est trop beau pour soigner la forme de ces bêtes de concours sur lesquelles reposent les espoirs de milliers de parieurs. Puis le jogging quotidien, en rond, manque de place oblige. Les choses sérieuses commencent un peu plus tard. Lucky Star et ses concurrents font leur tour de présentation. Sur la piste, comme dans les tribunes, la nervosité augmente. La première course approche. Dernières instructions des propriétaires au jockey. Il y a en jeu, comme d'habitude, beaucoup d'argent. Pas étonnant que les Hongkongais soient fous de paris. C'est le seul jeu de hasard qui soit autorisé ici. Le fonctionnement est simple. L'informatique a été mise à contribution. À l'un des nombreux guichets qui veut tenter sa chance, achète simplement une carte qu'il crédite de la somme de son choix. Il ne reste plus qu'à remplir les tickets, les passer dans une borne qui les lit et enregistre les paris jusqu'à la dernière seconde. Les jeux sont faits, le temps des bookmakers est révolu. Mais aujourd'hui, le monde des VIP du Royal Hong Kong Jockey Club est à l'honneur. Et parmi eux, M. Kai Bang-cho et son épouse Brenda. Ce couple hors du commun est habitué à ces soirées mondaines. Il fait partie des éminents représentants de la haute société de la ville. Ils sont tous les deux avocats. Pendant qu'à l'hippodrome Châtine, les courses se préparent, Monsieur et Madame Cho veillent à l'élection de la Miss Chapeau de l'hippodrome. Monsieur Cho est un expert en la matière et préside bien entendu le jury. Elles font toutes preuve d'imagination. Certaines sont très élégantes, d'autres sont plutôt dans le traditionnel. Mais pour se démarquer de ses concurrentes, la gagnante doit porter quelque chose de très original, comme à Ascot. Là-bas, les chapeaux sont très réussis. Je ne sais pas encore qui va gagner. Il y en a plusieurs qui me plaisent. Encore un peu de patience. C'est le départ, la première des 8 courses. Les chevaux sont au coude à coude. Lucky Star est au milieu du peloton. Pour ceux qui ont oublié leurs jumelles ou n'ont pas accès au gradin, des écrans retransmettent la course. Dans les tribunes, c'est l'angoisse. 40 000 spectateurs suivent la course. Dans la loge des VIP, les discussions vont bon train, dans le calme. Mais quand le dernier tour approche, l'excitation augmente. Le propriétaire du cheval gagnant est ravi. Lui aussi touche une somme rondelette. Le jockey, lui, ne repartira qu'avec 10% des gains. La remise des prix rassemble tout le gratin. De son côté, M. Cho remet lui aussi son prix. Et bien sûr, le chèque qui va avec. La soirée s'achève et les Cho remontent dans l'une des 3 Rolls-Royce que conduit leur chauffeur. Ils en possèdent une blanche, une rose et une dorée.
toutes trois agencées par Brenda. Quand mon père vivait encore, il était l'un des présidents du Hong Kong Jockey Club. On possédait 15 ou 16 chevaux de course, mais je les ai tous vendus. Je n'ai pas vraiment de chance aux courses, mais j'aime bien les regarder. Mes parents nous emmenaient régulièrement avec Brenda dans leur loge privée pour que nous puissions discuter un peu avec leurs amis pendant le déjeuner. La nuit est tombée, mais la vie sociale des shows ne s'arrête pas. La vie dans la société de Hong Kong n'a pas grand-chose à voir avec celle dans le reste du monde. Ici, pas d'agitation, de guerre ou de bombardement. Juste la vie mondaine. Et nous avons énormément d'obligations sociales. Rien que pour ce soir, il nous reste encore à nous rendre à 10 soirées mondaines. La première soirée a déjà commencé. L'hôte a fait venir les Tap Dogs, un groupe australien, pour mettre de l'ambiance. Les shows arrivent et bavardent avec les uns et les autres. Miss Hong Kong fait même partie des personnalités invitées. J'apprécie particulièrement ces soirées amusantes où l'on peut se laisser aller. Je n'aime pas les soirées petits bourgeois où les gens restent debout et me disent que bonjour et au revoir. Il faut se laisser aller, rire et danser. Après une demi-heure de conversation et quelques coupes de champagne, les shows repartent. Comme tous bons habitués des soirées mondaines, ils n'ont pas qu'un seul rendez-vous ce soir. Pour la suivante, ils réservent une surprise aux journalistes de la presse populaire qui se bousculent à l'entrée. Pour être certain d'être les vedettes de la soirée, le couple a engagé son propre tailleur et maquilleur. Le résultat est surprenant. Elvis Shaw est là ce soir. Le succès est total. Pourtant, si le costume est parfait dans les moindres détails, il en va un peu autrement de la chanson. Le retour a lieu comme il se doit dans une superbe Rolls-Royce. Cette fois, celle en or. Elvis est vivant. 2 jours plus tard, les articles dans la presse sont nombreux. Le couple le plus excentrique de la ville est encore une fois à la une. Il n'y a pas grand-chose que les shows ne font pas ensemble. Il n'y a que sur le choix des couleurs qu'ils ne sont pas toujours d'accord. Kay Bong préfère l'or, alors leur résidence principale est décorée avec de somptueuses dorures. Comme Brenda préfère le rose, les tapisseries sont à son goût. Pour eux, rien n'est trop luxueux. La visite de leur petit intérieur continue. Nous n'avons jamais voulu devenir les incontournables des soirées de Hong Kong. Mais nous venons tous les deux d'une famille de la haute société et chaque fois qu'on rentrait d'Europe, on était toujours habillés à la dernière mode. Et chaque semaine, on avait nos photos dans les journaux parce qu'on était simplement invités aux plus belles soirées, voilà tout. L'armoire de Brenda déborde de tenues et pourtant ça ne change en rien l'éternel problème féminin du « je n'ai rien à me mettre ». Je ne peux pas mettre mes robes 2 fois de suite parce que les gens les reconnaîtraient immédiatement. Elles sont pratiquement toutes en photo dans les journaux et les magazines. Il faut que j'attende un certain temps avant de pouvoir les remettre. Ce soir, même si la température extérieure est de 20 degrés, Brenda a sorti son manteau de fourrure, du chinchilla. Pour faire bonne figure, son mari porte un manteau assorti. La nuit sera chaude. Pour nous, les choses matérielles n'ont pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est de rester en bonne santé et qu'il y ait de la gaieté et du bonheur dans notre famille. Une simplicité qui apparemment à Hong Kong n'est pas une notion qui demande les mêmes efforts pour tous.